Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour débuter cette semaine ensemble. Au programme de cette édition, retour sur le conflit ukrainien. Après l'explosion qui a frappé le pont de Crimée samedi, des bombardements ont retenti dans plusieurs grandes villes d'Ukraine. Une situation qui ressemble à une véritable escalade. Nous reviendrons ensuite sur la mobilisation des policiers contre la réforme de la police judiciaire. Et puis nous reviendrons ensuite sur l'explosion de la consommation de crack, une drogue dont l'usage se généralise non seulement à Paris mais aussi dans les villes de taille moyenne. Nouvelle escalade à l'Est. Après l'explosion du pont de Crimée samedi, plusieurs bombardements ont été relevés ce lundi en Ukraine. Une nouvelle montée de violence qui repousse encore les perspectives de sortie de crise. Le point. C'est un circuit infernal dans lequel s'engouffre chaque jour un peu plus le conflit ukrainien. Samedi, le stratégique pont de Crimée, reliant la péninsule rattachée par la Russie en 2014 au reste du pays, a subi une attaque terroriste sur la partie routière de l'infrastructure. 2 voies sur 3 ont été détruites et plusieurs morts sont à déplorer. Selon les autorités russes, l'explosion aurait été provoquée par un camion piégé, tuant le conducteur ainsi que les personnes circulant dans une voiture à côté du véhicule explosif. Les corps d'un homme et d'une femme ont été repêchés. L'attaque de ce pont a rapidement été attribuée à l'Ukraine par les services russes. Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Selon Moscou, donc, le pont aurait été ciblé par les services secrets de Kiev. Il faut dire que cette structure de 18 km, inaugurée par Vladimir Poutine en 2018, est hautement symbolique. D'abord, il relie la Russie à la Crimée, un territoire que Volodymyr Zelensky considère comme à reprendre par l'Ukraine. Démonstration, s'il en fallait encore, que l'application des accords de Minsk a toujours posé problème à Kiev. De plus, cette explosion n'intervient pas à n'importe quel moment, mais juste après la tenue des 4 référendums d'annexion ou de rattachement, selon le point de vue des 4 régions de l'Est de l'Ukraine. Par ailleurs, depuis le début du conflit, ce pont est devenu encore plus stratégique, puisqu'il permet l'acheminement du matériel militaire aux troupes russes. C'était donc une attaque à la fois logistique et symbolique. Dans ce cadre, rien d'étonnant de voir la Russie accuser Kiev d'un acte terroriste. Un acte terroriste que Moscou a voulu dépasser rapidement en faisant preuve d'une très grande rapidité pour que la circulation puisse reprendre sur la partie du pont épargnée par l'explosion. Là aussi, le symbole de résilience est assez clair. Toutefois, la résilience n'est évidemment pas la seule réponse russe. Ainsi, plusieurs bombardements auraient eu lieu ce lundi matin en Ukraine. Des explosions à Kiev, à Zaporijjia, Lviv auraient notamment été rapportées. Le pays a été placé en alerte, redoutant même des attaques aériennes. Sans surprise, Zelensky n'a pas attendu ces explosions pour appeler une nouvelle fois les Occidentaux à l'aide. Comme toujours, le président ukrainien explique que la prétendue folie de Vladimir Poutine va s'abattre sur le reste de l'Europe. Допомагає собі. Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла би вести. І саме тому цю війну потрібно виграти зараз, виграти в Україні, щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі, щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знов на Прагу. Des chars russes marchant sur Varsovie. Une image qui fait florès en Pologne, très investie dans la lutte contre les manœuvres russes en Ukraine. Toujours est-il que depuis près de 8 mois, les Occidentaux ont œuvré, mais visiblement pas pour la paix. En effet, alors que les milliards d'euros et de dollars se débloquent régulièrement pour déverser toujours plus d'armes pour les combattants de Kiev, les Ukrainiens, eux, souffrent toujours d'une guerre qui les dépasse. La seule intervention cohérente et pertinente de la semaine vient de la tête de turc des médias occidentaux, Donald Trump. Nous devons exiger la négociation immédiate d'une fin pacifique de la guerre en Ukraine, où nous nous retrouverons dans la 3e guerre mondiale. Et il ne restera plus rien de notre planète. Tout ça parce que des imbéciles n'ont aucune idée, ne comprennent rien aux attaques militaires, ne comprennent rien au principe de la force nucléaire. Un retour à des négociations de paix pour faire cesser les combats qui va devoir sans doute attendre. Gageons seulement qu'il ne faudra pas attendre un hypothétique retour de Trump à la Maison-Blanche pour cela.
La réforme de la police nationale met le feu aux poudres. Sur fond d'engorgement des affaires en cours, le ministère de l'Intérieur rationalise comme il le fait ailleurs. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Une réforme qui ne suscite pas l'adhésion. En réformant la police judiciaire, le ministère de l'Intérieur va centraliser les services, notamment à l'échelon départemental, en donnant par ailleurs une plus large place au pouvoir politique. En gommant les spécificités des différents services, le ministre Darmanin s'est mis à dos une partie de la police, comme l'a montré jeudi la mobilisation contre le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, à Marseille, où les enquêteurs de la police avaient formé une haie de déshonneur à l'endroit de ce personnage. Un directeur général qui est par ailleurs marié à une magistrate, Véronique Malbec, qui fut par ailleurs directrice de cabinet du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et qui est désormais membre du Conseil constitutionnel depuis mars 2022. Un mouvement d'humeur alors que la délinquance explose en France dans l'impunité la plus totale pour les délits considérés comme mineurs. Éric Roman, secrétaire général du syndicat Rassemblement Police Nation, estime que la réforme prévue pour 2023 ne répond pas aux besoins des policiers et de la société. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. C'est uniquement d'apporter une réponse ponctuelle et partielle à des problèmes structurels. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, à cause du nombre de réitérants, puisque plus personne ne va en prison à moins de 2 ans, on a un nombre d'affaires considérable qui attendent d'être instruites, aussi bien dans les commissariats que dans les cabinets des juges. Et ces affaires-là, en fait, constituent un stock qu'on n'arrive pas à épuiser. Et donc, on a besoin de nouveaux fonctionnaires, puisque les fonctionnaires actuellement qui mènent les enquêtes ne sont pas assez nombreux. Et la meilleure réponse que le ministre a trouvée, c'est de prendre des OPJ qui font en fait actuellement les enquêtes de trafic à haut niveau, départemental, interdépartemental, interrégional, national et international, pour leur faire des procédures qui sont en fait des procédures qui devraient être traitées dans les commissariats, mais qui sont aujourd'hui un nombre beaucoup trop important. Un engorgement des commissariats et une tendance de fond plus inquiétante de privatisation des services de police. Une lame de fond qui s'adapte tout à fait à l'idéologie de la majorité macronienne au pouvoir. La réforme va passer pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le politique la veut et parce que cette réforme entre dans un schéma beaucoup plus long. En fait, on va vers une privatisation d'une partie de la police nationale à terme. C'est-à-dire que vous avez eu en début d'année un protocole qui a été signé qui va permettre aux administratifs de faire une partie des actes d'enquête de police judiciaire, la consultation des fichiers, etc. Ce n'est qu'une étape. En fait, nous n'avons aujourd'hui plus assez de fonctionnaires de police pour traiter toute la délinquance qu'il y a en France. Donc, il faut décharger les fonctionnaires. À une époque, toutes les enquêtes de police judiciaire étaient menées uniquement par les officiers. Puis ensuite, on a ouvert ça aux gardiens de la paix pour qu'ils soient officiers de police judiciaire, pour qu'ils puissent faire des actes. Et aujourd'hui, on les ouvre aux administratifs. La prochaine étape, dans 10 ans, ce sera en fait qu'une partie des enquêtes judiciaires sera faite par des entreprises privées qui utiliseront des policiers à la retraite pour les passages de fichiers, des choses comme ça. Et en parallèle, il faut bien voir qu'il y a la réforme qui est voulue par le président, qui est qu'un fonctionnaire doit quasiment pouvoir travailler dans tous les ministères. C'est pour ça qu'actuellement aussi une gronde dans le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que toutes les spécificités sont gommées. Aujourd'hui, un haut cadre dans l'administration doit pouvoir être directeur de prison un jour, chef d'un commissariat un autre jour, c'est le cas dans le 16e arrondissement, et puis ensuite il sera chef d'un centre des impôts. Ils sont interchangeables. Or non, il y a une culture dans chaque ministère. Des travailleurs interchangeables, une philosophie bien macroniste dont les auxiliaires de crèche font aussi les frais. Celle-ci était en effet mobilisée pour une grève jeudi dernier alors qu'un décret permet de les remplacer sans justification de diplôme ou de compétences. Une transformation de la police qui s'inscrit également dans un bouleversement de l'équilibre syndical. Historiquement, les 2 grands syndicats de police penchaient chacun vers un des 2 partis de gouvernement. Unité SGP Police côté socialiste et Alliance Police côté droite parlementaire. Avec l'avènement du centre macroniste, les syndicats majoritaires semblent incapables de contrer la machine politique majoritaire quand ils ne font pas dans la complaisance avec le pouvoir en place. La tiers-mondisation de la France se poursuit. Après Paris, ce sont plusieurs villes françaises qui voient la consommation de crack exploser avec l'implication d'immigrés africains. Voyage en enfer tout de suite. Le crack gagne du terrain. On savait la région parisienne touchée par le phénomène, mais de Lille à Marseille, en passant par Compiègne, Orléans, Rennes, Niort, Bordeaux ou Mâcon, celle que l'on surnomme la drogue du pauvre touche peu à peu l'ensemble du territoire.
À Bordeaux, le quartier Saint-Paul est le théâtre d'innombrables violences. Délinquants et toxicomanes en quête de crack s'en prennent régulièrement aux riverains et aux consommateurs. La peur a gagné les rues, tout comme l'insalubrité engendrée par les drogués. À Nantes, une propriétaire de laverie automatique a remarqué via le système de surveillance que les lieux étaient régulièrement squattés par des drogués. En mai dernier à Lille, un phénomène avait particulièrement choqué les voisins du parc Jean-Baptiste Lebas, mais également d'une école maternelle. C'est en effet à quelques dizaines de mètres de l'établissement que les toxicomanes consommaient leur crack en toute impunité. Dans tout le pays, la presse quotidienne régionale relate chaque semaine des événements similaires, événements qui démontrent les dégâts provoqués par ce produit. Le crack est un dérivé de la cocaïne coupé avec de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. Hormis en région parisienne où de nombreux dealers se sont mis à sa confection, il est majoritairement préparé par les toxicomanes eux-mêmes. Une évolution semble toutefois se produire dans certaines villes de province où les dealers s'approprient ce marché très particulier. Le crack prend la forme de galettes, de cristaux ou de cailloux. Il faut en moyenne compter entre 10 et 15 euros pour une galette de crack équivalente à 5 doses. Particulièrement dévastatrice, cette drogue provoque une dépendance très forte et immédiate. Si certains fêtards clament pour d'autres produits stupéfiants que leur utilisation est occasionnelle ou festive, ils ne pourront pas en dire autant pour le crack. Concrètement, sa consommation engendre des comportements agressifs. Les hallucinations comme les exubérances en tout genre sont également fréquentes. C'est en partie au Sénégal, dans la ville de Louga, que le crack est préparé par les dealers qui le revendent ensuite en région parisienne. La solidarité entre Africains semble n'être qu'un fantasme puisque les fameux migrants déséquilibrés, chers au monde politico-médiatique, sont en réalité bien souvent des toxicomanes sous l'emprise du crack vendu par leurs congénères. La drogue circule particulièrement bien dans les camps de clandestins, comme l'ont démontré plusieurs enquêtes ces dernières années. L'immigration n'est pas la seule explication à la prolifération du crack, le phénomène touchant aussi des campagnes encore très françaises. Amine Smi, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la tranquillité publique, de la sécurité et de la prévention, des missions pas franchement accomplies, a avoué au Figaro que les addictions avaient augmenté durant les confinements. La santé publique, cadet des soucis du gouvernement, a décidément été mise à mal plus que jamais lors de cette période. La dédiabolisation de la consommation d'autres drogues dédramatise aussi celle de ce produit extrêmement violent. De l'herbe aux drogues de synthèse comme la kétamine, de la kétamine à la cocaïne et de la cocaïne au crack, il n'y a que quelques pas que de plus en plus de personnes franchissent, notamment parmi les étudiants. Pas sûr que la mise en place de salles de shoot ou la distribution gratuite de pipes à crack règle le fond du problème, bien au contraire. Comment lutter ? L'État semble dépassé. Le 5 octobre dernier, 1000 policiers et gendarmes ont toutefois démantelé le camp de Forceval dans le nord-est de Paris, plus connu sous le nom de Crackland, avec pour objectif qu'il ne se reconstitue pas ailleurs, selon les mots du maire socialiste du 19e arrondissement, François Dagneau. Et oui, j'ai dit que c'est un soulagement, évidemment. Nous avions demandé, avec mes collègues maires de Pantin d'Aubervilliers, de mettre un terme à cette situation devenue totalement insupportable et qui a mis en souffrance plusieurs quartiers, à Pantin, Aubervilliers et à Paris. Nous avons demandé une évacuation et avec un accompagnement, parce que les usagers ne vont pas disparaître et ont besoin d'être pris en charge et accompagnés dans des dispositifs médico-sociaux. Les usagers ne vont pas disparaître et certains semblent même déjà aller se fournir et consommer dans le 19e arrondissement, mais aussi dans d'autres quartiers où dealers et consommateurs se sont déplacés. Si la concentration de population dans la capitale donne une ampleur impressionnante au problème, le phénomène a pour particularité de s'étendre largement dans le territoire et pas seulement dans les grandes agglomérations.